Vengeance d'un éducateur contre des élèves indisciplinés, je raconte l'expérience que j'ai vécue au cours d'une année précise où j'ai enseigné à des adolescents de 14 à 18 ans, correspondant à la 9e à la 12e année du lycée. Ce cours, bien que n'étant pas crucial pour ma formation professionnelle, a été considéré comme une composante essentielle du cursus. L'une de mes premières lignes directrices était claire: l'importance de se préparer à des circonstances imprévues, en soulignant que l'inscription dans la matière était un choix volontaire des étudiants. La structure de ma classe est soigneusement conçue pour encourager la responsabilité individuelle. Conçu pour être inclusif et stimulant, il a offert de précieuses opportunités à ceux qui faisaient l'effort. L'engagement et le dévouement seraient récompensés par des notes élevées, garantissant un B ou un A à ceux qui persistent. J'étais toujours disponible pour aider les étudiants pour toute demande équitable. Un exemple frappant est celui où un étudiant, après des efforts acharnés, a exprimé sa compréhension d'un sujet mais a rencontré des difficultés pour respecter le délai. Je lui ai donc proposé de remettre son travail le lendemain, sans pénalité, démontrant à quel point l'effort et le dévouement sont valorisés dans ma méthode d'enseignement. En plus de respecter des délais stricts, j'étais prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour garantir que tous les étudiants apprenaient le contenu de la matière. Cet environnement stimulant et flexible était un élément clé de mon approche pédagogique, visant non seulement l'enseignement académique mais également le développement de compétences de vie précieuses telles que la responsabilité et le travail acharné. Au cours de mon expérience en tant qu'éducateur, j'ai développé des méthodes pour répondre aux excuses infondées que les élèves avancent souvent à leurs parents pour justifier leurs mauvais résultats scolaires. Même si cela peut paraître dur, j'étais ce professeur qui se rendait disponible jusqu'à 90 minutes après la fin des cours pour aider les élèves. J'étais là pour les aider à améliorer des projets dans d'autres matières, à écouter leurs préoccupations personnelles, comme le divorce de leurs parents, etc. Cependant, si je surprenais un élève distrait pendant le cours, au lieu de se consacrer à étudier, j'appliquerais ma politique: au moins 70% du temps de cours devrait être consacré aux tests, aux devoirs et à des activités similaires. Si un élève continuait à négliger ses responsabilités, j'alerterais les parents par email. S'il n'y a pas de changement positif, je permettrai à l'élève de continuer sur cette voie problématique. Lorsqu'il prendrait enfin conscience de la gravité de la situation et demanderait de l'aide, je serai prêt à lui offrir le soutien nécessaire, même si cela lui demanderait quand même des efforts. Malheureusement, certains étudiants se sont laissés tellement prendre par cette situation qu'ils ont fini par se sentir dépassés et incapables de réagir. De plus, j'ai beaucoup utilisé le système d'évaluation en ligne de l'école, qui enregistrait tous les détails des activités des élèves, comme le temps passé et la date de visualisation de chaque tâche. Cela m'a permis de surveiller les performances et les efforts de chacun, ainsi que d'identifier d'éventuels cas de plagiat. Cet outil était également utile lors des réunions avec les parents, car je pouvais fournir des preuves concrètes des performances des élèves, comme montrer qu'un élève n'avait commencé à faire ses devoirs que la veille d'un gros examen. Ce système a également influencé directement la perception que les élèves avaient de ma classe. Fait intéressant, tous les 2 ans, j'ai observé une tendance: un groupe d'étudiants désintéressés et enclins à blâmer les autres pour leurs échecs émergeait. À la fin de l'année, ces élèves parlaient souvent de moi en mal, ce qui réduisait la taille des classes l'année suivante. Cependant, cela a été suivi par un afflux de nouveaux étudiants, attirés par les éloges de ceux qui ont travaillé dur et ont réussi. Mais cette année en particulier, quelque chose de différent et d'extraordinaire s'est produit. Cette année-là, j'ai été confronté à un défi particulièrement intense: une grande vague d'élèves désintéressés, accompagnés de parents enclins à faire du tapage. Ces parents, célèbres pour leur attitude arrogante et conflictuelle, étaient connus parmi les enseignants, qui avaient soif d'histoire sur nos rencontres. Il s'agissait de parents qui n'hésitaient pas à utiliser le nom de Laura, figure d'autorité, pour réclamer des faveurs, comme un crédit supplémentaire pour leurs enfants, et qui niaient avec véhémence toute faute commise par eux. Souvent, ces mêmes parents étaient furieux lorsque leurs enfants étaient surpris en train de tricher, accusant l'enseignant de rendre la matière excessivement difficile, justifiant ainsi les actions malhonnêtes de leurs enfants. Parmi ces élèves se trouvait un groupe notoire d'environ 7 garçons seniors qui avaient stratégiquement aligné leurs horaires pour être ensemble dans la même classe. D'autres enseignants ont été surpris que je doive les gérer tous simultanément, mais j'ai abordé la situation avec une attitude pragmatique. Même si la salle des professeurs était curieuse de savoir comment je gérais leurs pitreries, la vérité était que j'avais neutralisé la plupart de leurs pitreries dès le début et, étonnamment, je m'entendais bien avec eux malgré leurs farces constantes. Ils avaient le don de paraître occupés et de ne pas déranger les autres étudiants. Au moment du premier projet de groupe, la structure de ma classe a permis la formation de cette groupe de 4 étudiants. Le fameux « collectif des cons » s'est scindé en 2 groupes, plus un étudiant absent le jour de la constitution des groupes. Ces groupes ont eu une performance désastreuse sur le projet pour plusieurs raisons, principalement parce qu'ils ont joué pendant les cours et ont tergiversé la tâche jusqu'au week-end dernier, ce qui a entraîné un effort minimal de la part de chaque membre. Après la distribution des mauvaises notes, j'ai été convoqué à plusieurs réunions avec les parents. À chaque réunion, le récit était le même:
des plaintes selon lesquelles leurs enfants avaient fait tout le travail et ne méritaient pas de mauvaises notes, ou encore qu'ils n'avaient pas compris le devoir. Pour ces situations, j'avais préparé ma rubrique détaillée, une liste de critères d'évaluation que j'avais envoyée par courrier électronique au début du projet. Cette rubrique a servi de guide clair sur la manière dont les tâches étaient évaluées, évitant ainsi les accusations de favoritisme ou de parti pris. Lors des réunions, je présentais le travail soumis par l'étudiant et précisais, en fonction de la rubrique, où se trouvaient les défauts et ce qui manquait. Souvent, les étudiants, confrontés à ces preuves, admettaient qu'ils partageaient la responsabilité d'un travail incomplet. Cette année, j'ai été confronté à un défi inhabituel, un groupe d'élèves particulièrement désintéressés, accompagnés de parents enclins à intervenir de manière excessive. Certains de ces parents étaient déjà connus pour leur attitude conflictuelle et leur tendance à exiger des faveurs injustifiées pour leurs enfants. J'ai confronté ces situations avec la politique selon laquelle je ne pouvais pas simplement augmenter les notes des étudiants sans raison valable. Cependant, la bonne nouvelle pour tous mes étudiants était que j'ai structuré les tâches de manière à donner plus de valeur aux activités tout au long du semestre. De cette façon, les étudiants qui avaient commis des erreurs dès le début avaient toujours la possibilité d'améliorer leurs notes grâce à un travail acharné et à leur dévouement. Il a distribué des opportunités de crédit supplémentaires tout au long du semestre, ce qui a laissé les parents insatisfaits mais rassurés de savoir que leurs enfants avaient encore une chance d'obtenir une bonne note. Les rencontres avec les parents ont clairement révélé que j'avais déployé tous les efforts possibles pour maintenir le contact et les informer des progrès de leurs enfants. Par conséquent, la responsabilité n'incombe pas à moi, mais aux étudiants eux-mêmes. Les parents, réticents à reconnaître les défauts de leurs enfants, ont décidé de ne plus travailler avec leurs pairs habituels, perçus comme une influence négative. Pour gérer la dynamique de groupe, j'ai mis en place un système de contrats pour chaque projet. Ces contrats détaillaient les responsabilités de chaque membre du groupe et les délais de livraison. L'importance de ces contrats était qu'ils me fournissaient la documentation nécessaire pour justifier le retrait d'un membre inefficace du groupe, empêchant ainsi les parents d'intervenir indûment. Cependant, des problèmes ont commencé à surgir lorsque ces personnes âgées, que j'appelle « balles de ping-pong contre le cancer », ont commencé à causer des problèmes dans différents groupes. J'ai permis aux étudiants de choisir leur propre groupe, ce qui a permis à ces étudiants en difficulté de s'intégrer dans n'importe quel groupe qui les accepterait. En raison de la taille de ma classe, chaque groupe a fini par devoir faire face à au moins un de ces élèves problématiques. Au fil du temps, tous mes étudiants ont fini par travailler avec l'un de ces anciens combattants. J'ai commencé à recevoir les plaintes constantes des parents des autres élèves, frustrés que leurs enfants finissent par faire tout le travail sur les projets de groupe, tandis que les élèves plus âgés se contentaient de rester les bras croisés. Ces plaintes survenaient généralement après la réalisation des projets. Je rappelle alors aux parents l'importance d'utiliser le contrat collectif. Les étudiants les plus jeunes hésitaient à dénoncer les aînés, craignant des représailles, et je ne pouvais pas intervenir sans preuve concrète, sinon je pourrais être accusé de traitement injuste. Pour atténuer cette situation, j'ai encouragé l'utilisation de Google Docs dans les projets de groupe. Cet outil a enregistré toutes les modifications, en indiquant la date et l'heure, ce qui s'est avéré extrêmement utile. J'avais déjà été confronté à des situations où des élèves tentaient de tromper lors des réunions de parents, prétendant avoir fait tout le travail la veille. Le dossier détaillé Google Doc a constitué une preuve irréfutable de la réelle implication de chaque étudiant dans le projet. Même si la présence d'un membre problématique du groupe rendait les choses plus difficiles, il était quand même possible pour les autres étudiants de terminer le travail. Les réunions de parents ont été des moments tendus, où j'ai dû équilibrer la défense de ma méthodologie d'enseignement avec la déception concernant les performances de certains élèves. Un phénomène curieux a commencé à apparaître, certains étudiants plus âgés, conscients de leur réputation, ont commencé à chercher des moyens créatifs pour assurer leur place dans les groupes. Ils ont même acheté un déjeuner ou apporté des cadeaux à d'autres étudiants en guise de compensation pour leur manque de contribution au projet. La veille du début d'un nouveau projet de groupe, ces étudiants étaient déjà stratégiquement positionnés à des tables séparées, prêts à convaincre d'autres camarades de classe de former des groupes avec eux. Gérer cette dynamique de groupe et les attentes des parents était un défi, mais j'étais déterminé à maintenir l'environnement d'apprentissage juste et productif. La situation mettait sous pression le moral de la classe, mais j'étais déterminé à faire en sorte que tous les élèves aient la possibilité d'apprendre et de grandir malgré les obstacles présentés par ce groupe particulier d'élèves. Cette année scolaire, j'ai affronté un groupe d'élèves difficiles, parmi lesquels 7 seniors particulièrement paresseux. Pour atténuer les impacts de leurs attitudes, j'ai encouragé les autres étudiants à s'engager dans des activités offrant des crédits supplémentaires continus. Cette stratégie permettait aux élèves de compenser leurs éventuels échecs, réduisant ainsi les plaintes des parents, les opportunités de réussite étant encore abondantes. Mon directeur, au courant des politiques de la classe, a conservé une copie du programme pour référence, lui permettant de citer les politiques sur lesquelles les parents s'étaient mis d'accord lors de la signature du document. Il se retrouvait souvent face à des parents qui affirmaient ne pas avoir lu le document, mais il leur rappelait rapidement l'importance de lire les petits caractères avant de signer quoi que ce soit.
Parmi les élèves désintéressés, 3 se sont démarqués par leur pitrerie et la tendance de leurs parents à poser des problèmes, Larry, Curly et Mo. Ces élèves et leurs parents semblaient prendre plaisir à jouer avec le système et à se vanter de leur victoire sur leurs professeurs. J'étais déterminé à ne pas devenir le sujet de leur célébration, en maintenant une position ferme et concentrée. Une situation particulièrement remarquable concernait Larry. Depuis qu'il a eu 18 ans et que ses parents ont commencé à voyager constamment, c'est devenu encore plus difficile. Avec ses parents absents et indifférents à son comportement, Larry est devenu encore plus négligent dans ses actions. J'ai surveillé de près non seulement ses notes dans ma classe, mais aussi dans d'autres matières. Ce suivi, même s'il paraissait excessif, était une de mes pratiques courantes auprès des étudiants en difficulté, me permettant d'identifier les problèmes très tôt. Mes enquêtes ont révélé que Larry et ses amis faisaient le moins possible dans les autres classes et trouvaient même des moyens d'amener d'autres étudiants à faire leur travail. J'ai découvert qu'ils étaient inscrits dans des classes où les enseignants avaient subi des pressions pour minimiser l'importance des tests sur les notes finales. Malgré l'échec à ces tests, leurs devoirs et leurs notes de projet leur ont fourni un coussin confortable, leur permettant de conserver des notes moyennes. On soupçonnait fortement qu'ils utilisaient des plateformes comme Snapchat pour partager leurs réponses, mais prouver que cela était un défi, et de nombreux enseignants étaient réticents à confronter les parents sur cette question. Dans ma classe, la seule stratégie qui restait à ces élèves était de continuer à alterner les groupes, en profitant des efforts des autres pour maintenir leurs notes. Les autres étudiants, bien que nerveux, hésitaient à utiliser le contrat de groupe pour expulser ces membres improductifs. Je me souviens avoir évoqué l'augmentation progressive de la valeur des devoirs tout au long du semestre. Cette approche encourageait les étudiants à travailler plus dur et leur offrait la possibilité d'améliorer leurs notes. Cette année, j'ai décidé d'adopter une approche différente pour le dernier projet avant les examens, dans le but de réduire le stress des étudiants. J'ai annoncé en classe mon intention de suspendre la prochaine tâche prévue, ce qui a suscité une réaction positive parmi les étudiants. Le meilleur professeur de tous les temps, se sont exclamés certains. Je les ai informés que le prochain projet serait retardé de quelques semaines et verrait son délai prolongé d'1 semaine. Le dernier projet ayant été annulé, le suivant représenterait désormais environ 20% de la note finale, ce qui impliquait qu'ils devaient faire de leur mieux pour ne pas compromettre leur moyenne. J'ai envoyé un email aux parents et aux étudiants pour annoncer le changement, et la réponse a été une vague de joie car cela allégerait la pression de la fin du semestre. Cette décision a été motivée en partie par un collègue enseignant qui lui avait confié un projet approfondi la même semaine, ce qui, je le savais, allait submerger les étudiants avant les examens. J'ai donc décidé de leur donner une pause bien méritée. Le vendredi précédent le début du projet, j'ai annoncé que je présenterais le projet dans cette classe, ce qui a permis de constituer des groupes ce jour-là afin que nous puissions commencer lundi sans attendre. L'annonce a été accueillie avec joie, d'autant plus qu'elle coïncidait avec la journée d'école des seniors, une tradition non officielle à laquelle notre école n'a pas souscrit. Les enfants ont essayé de garder le secret, mais je savais un mois à l'avance que ces 7 élèves gênants seraient absents. Cela signifiait que nous pouvions former des groupes sans leur présence, ce qui rendait le processus plus facile pour tout le monde. Certains élèves avaient été transférés de ma classe, modifiant les effectifs et obligeant les élèves à problème à travailler ensemble en groupe. J'ai encouragé tout le monde à arriver en classe tôt lundi pour commencer dès que la présence serait confirmée. Mon objectif était d'encourager ces 7 étudiants à enfin s'appliquer, puisque la plupart d'entre eux avaient de mauvaises notes, à l'exception d'un avec un faible B. Comme incitation supplémentaire, j'ai ajouté une partie de crédit supplémentaire au projet, permettant aux étudiants de compenser les pertes du début du semestre et donnant également aux seniors la chance de réussir s'ils font des efforts. Ce projet n'était pas une mesure de représailles, mais plutôt l'occasion de donner une dernière leçon de responsabilité avant la fin de l'année. J'ai informé les parents et les élèves que le projet avait démarré et que tous les élèves absents devaient contacter leurs camarades pour former des groupes avant lundi matin. Lundi, lorsque la cloche a sonné, j'ai découvert qu'il n'y avait que 2 tables disponibles pour les étudiants en retard. Une fois les présences enregistrées, j'ai dit « D'accord, tout le monde a une copie de la grille d'évaluation, vous pouvez donc commencer ». Le reste de la classe s'est immédiatement mis au travail, a repris la rubrique et a démarré le projet. Ce jour-là, les élèves les plus âgés sont entrés dans la classe avec des expressions de confusion et d'anxiété. Ils se sont vite rendus compte qu'ils avaient été trompés. Les premiers à réagir furent Larry, Curly et Mo, qui, dans un geste impulsif, tentèrent de rejoindre d'autres groupes aléatoires, traînant leurs chaises vers des tables différentes. Remarquant cette manœuvre, je les ai immédiatement informés que les groupes étaient déjà constitués, avec une limite de 4 membres chacun. Les 4 autres étudiants seniors commencèrent à se disputer entre eux, conscients qu'aucun d'entre eux n'était disposé à contribuer efficacement au travail. Larry, confiant en sa persuasion, a essayé de négocier avec moi et son nouveau groupe pour autoriser une exception et former un groupe de 5 membres. J'ai remarqué que certains des autres étudiants étaient hésitants, poussés par Larry à soutenir sa proposition. J'avais déjà prévu le projet pour 4 personnes, avec des rôles spécifiques pour chacune, mais j'ai décidé de faire une contre-proposition. Ils pourraient former un groupe de 5,
mais ils devraient fournir 2 fois le travail attendu. Cette demande, bien qu'absurde, a dissuadé les autres étudiants d'accepter Larry dans le groupe. Ils ont fini par voter contre l'idée de Larry, et les autres personnes âgées ont été rejetées par les groupes qui tentaient de se joindre au projet. Au final, les seniors ont formé 3 groupes distincts. Je me suis assuré que tout le monde recevait une copie de la rubrique et je leur ai souhaité bonne chance. Dans le cadre de ma stratégie, j'ai envoyé un email aux parents de Curly et à la mère de Mo, les informant de la décision des élèves de travailler ensemble. La mère de Mo, qui avait confronté et critiqué mes décisions lors de réunions précédentes, s'est vite rendue compte que je ne me plierais pas à ses plaintes. À une occasion, elle a même réprimandé Mo, exprimant son épuisement de devoir constamment répondre aux plaintes des enseignants concernant son fils. Les parents de Curly ont répondu à mon courriel en promettant de veiller à ce que Curly rédige un contrat de groupe, car il se présentait comme un élève exemplaire qui remplirait sans aucun doute ses obligations et superviserait le travail des autres. La mère de Mo, désireuse de discuter de la situation, a immédiatement demandé un rendez-vous avec moi. Selon la politique de l'école, il n'était pas obligatoire de répondre à un email dans les 48 heures. J'ai choisi d'attendre la dernière minute, 47 heures plus tard, pour envoyer une réponse, niant tout engagement immédiat. À cette occasion, après avoir reçu une demande de rendez-vous de la mère de Mo, j'ai délibérément mis 48 heures pour y répondre, l'informant d'une date disponible la semaine suivante. Cependant, d'autres parents de personnes âgées ont exprimé leur mécontentement par courrier électronique, se demandant pourquoi j'autorisais à nouveau leurs enfants à travailler avec des camarades de classe problématiques. J'ai expliqué que je n'avais pas prévu leur absence au début du projet. Certains de ces étudiants, qui n'étaient pas présents, ont dû faire face à des conséquences à la maison, et leurs parents m'ont demandé de les aider au moins à réussir le cours, car ils en avaient besoin pour obtenir leur diplôme. Lorsque la mère de Mo est arrivée à la réunion, elle était clairement prête à affronter la situation. Elle a demandé que Mo soit réaffecté dans un autre groupe, mais j'ai refusé, expliquant que le projet était déjà en cours depuis une semaine et que ce serait injuste envers les autres groupes. Elle a ensuite exigé que Mo soit autorisé à travailler seul avec une prolongation du délai. J'ai accepté d'accorder la prolongation et lui ai remis une copie des initiales. Mo est alors devenu pâle, sachant qu'il n'avait aucune intention de faire un quelconque travail. En fait, j'avais une copie du contrat collectif de Mo, qui était mal rédigé et ne comportait aucune date d'échéance. Au cours de la discussion, Mo a exprimé sa préférence pour travailler avec des amis et sa frustration d'être coincé dans cette situation. Sa mère, en revanche, m'accusait d'avoir délibérément programmé le projet pour qu'il coïncide avec le jour de congé des seniors, un événement toléré par l'école. Elle a menacé de porter l'affaire devant la commission scolaire. C'est alors que la vérité éclata, les 7 seniors avaient passé la journée chez elle, la convainquant que le directeur lui avait donné un jour de congé. Ils ont même appelé en se faisant passer pour leurs propres parents pour justifier leur absence. Mo a été pris en flagrant délit et sa mère, réalisant le mensonge, était furieuse. J'ai expliqué à la mère de Mo, en gardant mon sang-froid, que je n'étais pas au courant du jour de congé des seniors. J'ai souligné que j'avais accordé à Mo une prolongation de la date limite du projet, estimant que les personnes âgées méritaient leur tradition. Elle a semblé convaincue par mon explication, surtout après avoir vérifié le mail que je leur avais envoyé, les prévenant de la nécessité de former des groupes avant lundi. Cela démontrait que j'avais essayé d'informer Mo du projet à l'avance. À la fin de la réunion, elle m'a remercié et a ramené Mo chez elle, mettant ainsi fin à la dispute en ma faveur. L'ambiance dans la classe était particulièrement élevée, à l'exception des élèves les plus âgés qui étaient en difficulté. Alors qu'il ne restait qu'une semaine pour terminer le projet, la situation était tendue car aucun des groupes d'anciens combattants n'avait réellement commencé à travailler. C'était comme si la classe moyenne naviguait sans problème jusqu'à ce qu'elle rencontre un énorme obstacle. La date limite du projet approchait et, sans surprise, les travaux soumis par certains de ces étudiants de dernière année étaient parmi les pires jamais vus. L'un des groupes, qui comprenait Mo et Curly, s'était disputé par SMS, laissant le fardeau du projet sur les épaules d'un seul membre. Un autre groupe, qui comptait Larry parmi ses membres, a également abouti à un désastre. J'ai donné la priorité à l'évaluation de ces 2 projets, anticipant les répercussions importantes qui en découleraient. Tous les étudiants de dernière année ont subi une baisse substantielle de leurs notes, certains échouant même. C'était seulement 4 semaines avant l'obtention du diplôme. Larry, bien qu'il n'ait obtenu que 10%, semblait indifférent, ce qui m'a amené à croire qu'il préparait quelque chose. Les parents de Curly ont rapidement exigé une rencontre, tout comme la mère de Mo. Ils étaient furieux des mauvaises notes de leurs enfants et voulaient des explications. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà parlé à l'élève qui a fini par porter le fardeau du projet, ainsi qu'à ses parents. Lors de la rencontre avec les parents de Curly, j'ai révélé l'échange de messages entre les élèves de terminale, qui mettaient en évidence le manque de contribution de Curly. Lorsque les parents ont demandé à voir le téléphone de Curly pour confirmer les messages, il a refusé de le remettre. Je leur ai également montré le projet de Curly ainsi que la rubrique, et ils étaient visiblement mécontents. Curly avait toujours blâmé les autres pour ses propres erreurs, et ses parents avaient toujours cru en lui, jusqu'à ce moment-là.
Son père lui a demandé quelle partie du projet il avait réalisé, ce qui a fait verser à Curly de véritables larmes de frustration. Le but de cette réunion était d'utiliser les données pour prouver que Curly, franchement, n'a jamais fait d'effort dans son travail scolaire. Ébranlés par cette révélation, les parents de Curly l'ont fait sortir de la pièce et m'ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour l'aider. J'ai suggéré que je pourrais proposer à Curly des cours particuliers et que, s'il s'appliquait à ses devoirs et réussissait bien au prochain examen, il y aurait encore une chance qu'il réussisse le cours. Ainsi, la réunion s'est terminée avec les parents de Curly plus conscients de la situation et disposés à prendre des mesures pour corriger le cap de leur fils. Les parents de Curly ont accepté la proposition de cours particuliers et après s'être serré la main, ils ont quitté l'école. Cependant, Curly n'a jamais suivi de cours de tutorat. Après 3 tentatives pour le contacter par email, son père a finalement répondu, révélant qu'ils avaient décidé de laisser Curly apprendre par lui-même les responsabilités. Ils appréciaient mes efforts, mais Curly passait le reste du semestre à ne rien faire, purgeant une peine à la maison. Au lieu d'étudier, il passait son temps à regarder des vidéos YouTube pendant les cours, une habitude qui s'étendait à toutes ses matières. J'ai parlé à ses autres professeurs et ils ont tous signalé le même comportement. Les parents de Curly, lorsqu'ils ont été avertis, ont réagi d'une manière étonnamment passive, contrairement à ce à quoi ils étaient habitués. Quant à Mo, sa situation était également compliquée. Sa mère, épuisée et frustrée par les tentatives incessantes visant à résoudre la situation, a finalement admis qu'elle était au courant de l'implication de Mo dans l'intimidation et l'a réprimandé pour son comportement. Elle a essayé de me tenir pour responsable de la mauvaise performance de Mo, mais s'est vite rendu compte que j'étais au courant de tout. Nous avons convenu que je donnerais à Mo des cours particuliers, ce dont elle a été satisfaite pendant un moment. La mère de Mo a commencé à m'envoyer fréquemment des emails, me demandant des progrès de son fils et demandant de l'aide pour ses devoirs. Elle savait qu'elle ne devrait pas me confronter, mais elle me surveillait constamment. Larry, en revanche, semblait exceptionnellement désintéressé et ne se consacrait plus à ses études. Il a soutenu que son avenir universitaire était assuré tant qu'il maintenait sa moyenne cumulative au-dessus d'un seuil très bas. Il pensait qu'un F dans ma matière n'affecterait pas son avenir académique, alors je me suis juste assuré qu'il ne gênerait pas les autres étudiants. Mo assistait occasionnellement à des cours de tutorat, mais ce qui était étrange, c'était que Larry ne se présentait que pour lui dire bonjour chaque fois que Mo recevait de l'aide. Je soupçonnais que Larry préparait quelque chose et préparait peut-être un plan alternatif. La mère de Mo, qui était déjà assez intense, a commencé à surveiller les progrès de Mo plus fréquemment, se présentant à l'école à l'improviste. Elle a agi avec prudence et j'ai commencé à soupçonner qu'il se passait autre chose. Larry, étant l'ami de Mo, était chez Mo et inventait des histoires pour convaincre la mère de Mo que je maltraitais émotionnellement Mo alors qu'il n'y avait pas d'autres étudiants dans les parages. Il lui a suggéré de vérifier les caméras de l'école pour confirmer ses affirmations. Cela a conduit la mère de Mo à exiger des réponses de la direction de l'école. Heureusement, une direction astucieuse et perspicace m'a consulté sur la situation. J'en suis arrivé à la conclusion que Larry essayait de me manipuler pour que j'obtienne la note de passage par le biais de tactiques d'intimidation. Cependant, son plan échoua. Larry, réalisant que mes journées libres étaient désormais consacrées à des étudiants vraiment engagés, ne s'est jamais présenté aux cours de tutorat que j'offrais. Aujourd'hui, alors que d'autres enseignants sont également réticents à le rencontrer, ses chances d'améliorer ses notes grâce aux négociations diminuent. En fait, de nombreux enseignants étaient tombés dans ce jeu de manipulation semestre après semestre. Cependant, la mère de Mo a tenté une dernière tentative pour m'intimider. Elle m'a informé que les parents des élèves de terminale prévoyaient de rencontrer mon directeur pour me licencier, en raison des mauvaises notes que j'avais données. Elle m'a proposé de me dire un bon mot pour tenter d'influencer ma décision. J'étais à côté du directeur lorsque j'ai reçu cet email. Étonnamment, il n'était pas au courant d'une telle réunion. J'ai répondu en plaisantant que je serais heureux d'assister à la réunion, mais que je déjeunerais probablement pendant celle-ci et j'espérais que personne ne se soucierait de l'odeur de poisson. Sa réponse était un sérieux avertissement concernant d'éventuelles poursuites, mais j'ai fait semblant de ne pas comprendre et j'ai dit que je ne pouvais pas être poursuivi pour avoir mangé du poisson lors d'une réunion. Elle s'est vite rendue compte que je n'étais pas sensible aux menaces et qu'on ne pouvait rien me faire puisque je ne faisais que suivre le règlement de l'école. Les dernières semaines du semestre ont été tumultueuses pour ces seniors. Les uns après les autres, ils ont été confrontés à des difficultés car ils avaient négligé leurs travaux scolaires pendant des années et ne savaient pas comment se consacrer correctement à leurs études. D'autres enseignants ont commencé à se sentir encouragés par ma détermination à maintenir des normes élevées et ont finalement demandé des comptes à leurs élèves. Certains ont à peine réussi à obtenir des D dans mes cours, tandis que d'autres ont échoué. Dans les derniers instants, certains étudiants sont venus désespérément me demander comment ils pourraient améliorer leurs notes. J'avais documenté qu'aucun d'entre eux n'avait essayé de profiter des opportunités de crédit supplémentaires que je leur offrais, soulignant que c'était leur chance de s'améliorer. Lorsque les parents sont venus me demander des explications, j'ai eu des preuves concrètes du désintérêt de leurs enfants pour les devoirs et l'offre de crédit supplémentaire. Cela a renforcé ma position, rendant difficile pour tout parent de s'y opposer,
surtout lorsqu'il était évident que j'avais réellement fait un véritable effort pour offrir des voies supplémentaires vers la réussite des élèves. Cette situation avec Larry, Mo et d'autres personnes âgées nous a rappelé avec force l'importance de la responsabilité personnelle et des efforts en milieu scolaire. En maintenant un niveau élevé et en documentant toutes les interactions et offres d'aide, j'ai pu non seulement maintenir l'intégrité de mon rôle d'éducateur, mais aussi envoyer un message clair sur les conséquences de l'apathie et du manque d'engagement envers l'apprentissage. Cette approche, bien que rigoureuse, était nécessaire pour préparer ces jeunes aux défis du monde réel, où la réussite exige du dévouement et un travail acharné. Plus tard, j'ai montré que ces étudiants n'ouvraient même jamais leurs devoirs en ligne, ce qui contribuait à leur échec dans plusieurs matières. Certains, pendant les récréations de mes cours, partaient en larmes, montrant l'effondrement de leurs amitiés dues à la tension et au ressentiment généré par la situation. On s'attendait à ce qu'ils se réconcilient pendant les vacances d'été, mais le mal était déjà fait. Lors du dernier examen, j'ai opté pour un test à choix multiples en ligne, avec des questions et des réponses disposées de manière aléatoire, ce qui empêchait la copie les unes des autres. Je savais qu'ils s'asseyaient souvent ensemble pour essayer de tricher aux examens. Larry, à son tour, a investi une somme d'argent considérable dans des tuteurs, essayant de préparer ses amis, mais le format de l'examen les a déroutés. Lorsque la mère de Mo m'a accusé de rendre le test trop difficile, il a été facile de réfuter ces affirmations avec un simple email. Larry a réussi l'examen, mais seulement avec un D. Le sort de ces 7 seniors a été varié. L'un d'eux n'a pas obtenu son diplôme et a dû changer d'école, ce qui a provoqué un embarras familial, car les parents avaient prévu un voyage pour fêter un diplôme qui n'a pas eu lieu. 2 d'entre eux ont perdu toute leur bourse et n'ont pas pu fréquenter les universités de leur choix. Comme plan alternatif, ils ont fini par aller dans le même collège et sont devenus colocataires, avec 3 autres étudiants, dont Mo. Larry, mécontent de sa moyenne finale, a fait face à un revers important. L'université l'a expulsé avant même le début du semestre. Il s'est avéré qu'il avait tissé une toile de mensonges qui remontait jusqu'à ses parents. Durant l'été, il voyage à travers l'Europe et tente de surprendre ses parents en rentrant chez lui au lieu d'aller à l'université. Cependant, à son arrivée, il a découvert que ses parents déménageaient dans un appartement plus petit, car ils voyageaient désormais fréquemment pour le travail et souhaitaient réduire leurs dépenses. La dernière fois que j'ai entendu Larry, c'était qu'il avait inventé une histoire sur son enrôlement dans l'armée mais sa libération en raison d'une maladie fictive. J'ai appris cette histoire de 3 sources différentes, chacune mentionnant une maladie différente. Cette série d'événements a mis en évidence les conséquences de ne pas assumer ses responsabilités et l'importance de l'honnêteté et du travail acharné, des leçons précieuses que j'espère que toutes les personnes impliquées ont apprises. Les parents de Curly, initialement hésitants, ont finalement décidé de financer ses études universitaires. Cependant, le parcours universitaire de Curly a été court et tumultueux. Il a été expulsé au cours de sa première année pour son implication répétée dans des incidents de consommation d'alcool par des mineurs et d'autres infractions. De retour chez lui, Curly a passé un an sans chercher de travail, ce qui a conduit ses parents à le mettre à la porte. Finalement, il a commencé à travailler dans un magasin de vapotage. Mo, à son tour, a essayé d'utiliser sa ruse pour contourner les défis académiques en offrant de l'argent à d'autres étudiants pour qu'il fasse son travail. Lorsque ses projets échouèrent et qu'il recourut à de faux billets, sa mère, qui finançait ses études, ne s'en rendit pas compte. Finalement, la vérité a éclaté et Mo a été expulsé. De retour chez lui, il a dit à sa mère qu'il avait décidé de devenir homme d'affaires et qu'il filmait des mariages avec un drone. En réalité, il était impliqué dans le trafic de drogue, vendant des substances illicites, alors que sa mère pensait qu'il travaillait dans le domaine des mariages. L'un des seniors, en arrivant à l'université, a eu un moment de révélation et a réalisé la nécessité de changer. Il s'éloigne de ses anciens amis et se consacre à ses études, obtenant un diplôme avec mention dans un domaine lucratif. Il m'a même envoyé un email pour me remercier de l'avoir mis au défi au lycée, ce qui l'a préparé à réussir à l'université. Rétrospectivement, ces histoires soulignent l'importance de la responsabilité personnelle. En tant qu'enseignant, j'ai offert à tous les élèves des opportunités de réussite, mais certains ont choisi de ne pas en profiter. Ce récit illustre comment les choix des étudiants ont façonné leur parcours, pour le meilleur ou pour le pire. Cela nous rappelle que même si les éducateurs peuvent guider et soutenir, en fin de compte, ce sont les élèves eux-mêmes qui déterminent leur destin. Et si vous avez déjà eu un professeur qui a fait une différence dans votre vie, pensez à lui envoyer une note de remerciement. Les enseignants apprécient d'entendre parler de l'impact positif qu'ils ont eu sur leurs élèves. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton abonnez-vous car je télécharge de nouvelles vidéos sur la chaîne chaque jour.